Coucou, coucou et bienvenue sur le live. On va poursuivre la lecture du roman de Jules Verne, Claudius Bombarnac. On en est au chapitre 13, c'est mon 7e ou 8e live je crois sur ce livre. Alors, un petit résumé de ce qui s'est passé. C'est Claudius Bombarnac, un reporter français qui se dirige vers Pékin en Chine pour faire des reportages pour son journal qui s'appelle Le XXe siècle. Il fait la connaissance de divers personnages. On a Kinko, le voyageur clandestin, qui va rejoindre sa fiancée à Pékin. On a un Américain qui vend des fausses dents. On a une Anglaise qui vend des faux cheveux. Et on vient d'apprendre que dans le wagon funéraire, ce n'est pas un corps qui est rapatrié en Chine, c'est un trésor. Et on va peut-être en savoir plus dans ce chapitre 18. Bonsoir, code secret. C'est parti, chapitre 18. Des millions, ce sont des millions que renferme ce prétendu wagon mortuaire. Malgré moi, cette phrase imprudente vient de m'échapper, de telle sorte que le secret du trésor impérial est à l'instant connu de tous, employés de la gare, voyageurs du train. Ainsi, pour plus de sécurité, le gouverneur persan, d'accord avec le gouvernement chinois, a voulu laisser croire au transport du corps d'un mandarin, alors qu'il s'agissait du transport d'un trésor, à Pékin valant 15 millions de francs. Dieu me pardonne, quelle gaffe, explicable assurément, quelle gaffe j'avais commise. Mais pourquoi me serais-je défié de ce que Popov m'avait dit? Et pourquoi Popov aurait-il suspecté ce que lui avaient affirmé les employés persans touchant le mandarin Yenlu? Il n'existait aucune raison de mettre leur véracité en doute. Je n'en suis pas moins profondément humilié dans mon amour-propre de chroniqueur, et très chagriné du rappel à l'ordre que cet impair m'a valu. Toutefois, je me garde bien de souffler mot de ma mésaventure, même au major. Est-ce croyable? À Paris, le XXe siècle est mieux informé que je ne le suis sur le grand transasiatique de ce qui concerne ce railway. Il sait que c'est un trésor impérial que nous traînons à la queue de notre train, et je l'ignorais. Ô déception du reportage! Maintenant, le secret est divulgué, et nous ne tardons pas à apprendre que ce trésor, composé d'or et de pierres précieuses, déposé jadis entre les mains du Shah de Perse, est expédié à son légitime propriétaire, le Fils du ciel. Voilà donc, Claudius Bombarnac a révélé à tout le monde dans le train qu'il y avait un trésor. Voilà pourquoi le seigneur Farusquiar, qui en était avisé en qualité d'administrateur de la compagnie, a pris notre train à Douchak afin d'accompagner ce trésor jusqu'à destination. Voilà pourquoi Ganjir et lui, et les 3 Mongols, leurs agents, ont si sévèrement surveillé ce wagon précieux. Pourquoi ils se sont montrés si inquiets quand il a été abandonné après la rupture de la barre? Pourquoi ils ont mis une si furieuse insistance à l'aller reprendre? Oui, tout s'explique. Voilà aussi pourquoi une escouade de soldats chinois est venue recevoir livraison du wagon à Kashgar après en avoir donné décharge aux employés persans. Voilà pourquoi Pan Chao ne pouvait avoir entendu parler du mandarin Yenlu, aucun haut personnage de ce nom n'ayant existé dans le Céleste Empire. Nous sommes partis à l'heure réglementaire et, on le pense, nos compagnons de voyage ne parlent plus que de ces millions qui suffiraient à enrichir tout le personnel du train. Ce prétendu wagon funéraire m'avait toujours paru suspect, me dit le major Noltids, et c'est pour cela que j'avais interrogé Pan Chao au sujet du feu mandarin. Je me rappelle, en effet, ai-je répondu, et je n'avais pas compris le motif de votre question. Ce qui est certain, c'est que nous voici maintenant avec un trésor à la remorque. Et j'ajoute, reprit le major, que le gouvernement chinois a prudemment fait de lui donner une escorte de 20 hommes bien armés. Depuis Khotan jusqu'à Lancheu, le train aura 2000 km de désert à franchir, et la sécurité du railway laisse à désirer à travers le Gobi. D'autant plus, major, que d'après ce que vous m'avez dit, le redoutable Kitsang a été signalé sur les provinces septentrionales du Céleste Empire. En effet, monsieur Bombarnac,
et un coût de 15 millions, c'est un beau coup pour un chef de bandits. Mais comment ce chef aurait-il pu être informé de l'envoi du trésor impérial? Ces gens-là savent toujours ce qu'ils ont intérêt à savoir. Oui, pensai-je, et bien qu'ils ne lisent pas XXe siècle. Et je me sentis rougir en songeant à ma bévue qui me vaudra certainement les malédictions de Chinchol. Entre-temps, divers propos s'échangeaient sur les plateformes, chacun faisant ses réflexions. L'un préférait voyager avec des millions plutôt que de traîner un cadavre, fût-ce celui d'un mandarin de première classe. L'autre trouvait que le transport d'un tel trésor n'allait point sans quelque danger pour la sécurité des voyageurs. Et c'est même cette opinion que soutient le baron Weschnitzerdorfer au cours d'une sortie furibonde contre Popov. Il fallait prévenir, messieurs. Il fallait prévenir, répète-t-il. Ces millions-là, on sait à présent qu'ils sont convoyés par le train, et cela peut donner l'idée de l'attaquer. Or, une attaque, en admettant qu'on la repousse, entraînerait des retards et des retards. Je ne puis les admettre. Non, monsieur, je ne le puis. Bonsoir, Principe Givy. Personne ne nous attaquera, monsieur le baron, répond Popov. Personne n'y songe. Et quand savez-vous, monsieur, quand savez-vous? Un peu de calme, je vous prie. Non, je ne me calmerai pas, et si la circulation est entravée, j'en rendrai la compagnie responsable. C'est entendu. 100 000 florins de dommages-intérêts à monsieur le baron du tour du monde. Passons aux autres voyageurs. Ça, c'est le baron allemand, lui. Il est ici pour faire le tour du monde en 39 jours et battre le record. Il n'a pas envie que le train soit en retard. Fulk et Frinel, lui c'est l'américain qui vend des fausses dents. Fulk et Frinel, on n'en doute pas, ne peut considérer cet incident qu'à un point de vue très pratique. Il est certain, dit-il, que nos risques sont notablement accrus par l'adjonction de ce trésor, et en cas d'accident provenant de ce fait, la Life Travelers Society, à laquelle je me suis assuré, refuserait sans doute de payer des risques dont la compagnie du Grand Transasiatique a toute la responsabilité. En effet, répond Miss Horatia Bluett. Miss Horatia Bluett, c'est l'anglaise qui vend des faux cheveux. Et sa situation vis-à-vis du Céleste Empire eût été grave si l'on n'avait pas retrouvé les wagons abandonnés. N'est-ce pas votre avis, Fulk? Entièrement, Horatia. Horatia et Fulk tout court. Le couple anglo-américain avait raison. Cette perte énorme aurait été mise au compte du Grand Transasiatique, car la compagnie ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'un envoi d'or et de pierres précieuses, et non de la dépouille du mandarin Yen Lu, ce qui engageait sa responsabilité personnelle. Quant aux époux Caterna, eux c'est le duo de comiques français. Les époux Caterna, ces millions qui roulent à la queue du train, ne paraissent pas autrement les émouvoir. Cela n'inspire au trial que cette réflexion. Caroline, quel beau théâtre on pourrait bâtir avec cet argent-là. Mais le mot de la situation a été dit par ce clergyman qui est monté à Kashgar, le révérend Nathaniel Morse. Il est toujours inquiétant de traîner avec soi une poudrière. Rien de plus juste. Et ce wagon, avec son trésor impérial, c'est une poudrière qui peut faire sauter notre train. Le premier chemin de fer, établi en Chine vers 1877, a réuni Shanghai à Fuzhou. Quant au grand transasiatique, il suit à peu de choses près le tracé russe qui fut proposé en 1874 par Tashkent, Kulja, Kami, Lanzhou, Xingan et Shanghai. Ce railway ne pénètre pas à travers ces provinces populeuses du centre, que l'on peut comparer à de vastes et bourdonnantes ruches d'abeilles, abeilles extraordinairement prolifiques. Autant que possible, il forme une ligne droite jusqu'à Suzhou, avant de se courber vers Lanzhou. S'il dessert quelques grandes cités, c'est par les embranchements qu'il jette vers le sud et vers le sud-ouest. Entre autres, un de ces embranchements, celui de Taiyuan, à Nanking, doit relier ces deux villes des provinces de Shanxi et de Shentung. Mais à cette époque, la construction inachevée d'un important viaduc en retardait encore l'exploitation. Ça se passe à peu près à l'époque de la construction des chemins de fer. Fin XIXe siècle. Ce qui est entièrement terminé, ce qui assure une communication directe à travers l'Asie centrale, c'est la ligne principale du Grand Transasiatique. Les ingénieurs n'ont pas eu plus de difficultés à le construire que le général Annenkov n'en a éprouvé pour le Transcaspien. Les déserts du Karakoum et du Gobi
se ressemblent, même horizontalité du sol, même absence de hauteur ou de bassure, facilité identique pour la pose des traverses et des rails. S'il eût fallu attaquer l'énorme chaîne des monts Kuen-Lun, Nan-Chan, Ami, Gangar-Oula, qui se dessine à la frontière du Tibet, les obstacles eussent été tels qu'un siècle n'aurait pas suffi à les franchir. Au contraire, sur un terrain plat et sablonneux, le railway a pu s'avancer rapidement jusqu'à Lancheu, comme un long Decauville de 3 kilomètres. Ce n'est qu'aux environs de cette cité que l'art de l'ingénieur a dû engager une lutte énergique contre la nature. C'est là que s'effectue la pénétration coûteuse et pénible à travers les provinces de Kansu, de Shanxi et de Pechili. Chemin faisant, je me bornerai à indiquer quelques-unes des principales stations où le train doit faire halte pour le renouvellement de l'eau et du combustible. Sur la droite de la voie, le regard ne cessera d'être distrait par un lointain horizon de montagnes, ce pittoresque enchevêtrement qui encadre au nord le plateau tibétain. Sur la gauche, il se perdra longtemps à la surface des interminables steppes du Gobi. C'est l'ensemble de ces territoires qui constitue réellement l'Empire chinois, sinon la vraie Chine. Et le railway ne nous le révélera qu'aux approches de Lancheu. Ainsi, tout s'accorde pour que cette seconde partie du voyage soit assez peu intéressante, à moins que le dieu des chroniqueurs veuille bien nous donner en incident ce que la nature nous refuse en impression. Ce me semble, nous possédons séants divers éléments dont, avec un peu de bonheur et d'imagination, je devrais tirer pied ou aile. Le reporter Claudius Bombarnac aimerait qu'il se passe des incidents pour ses chroniques. Bonsoir, merci pour la lecture. Merci, cher Peter. À 11 heures, le train quitte la gare de Khotan et il est près de 2 heures après-midi lorsqu'il arrive à Keria, ayant laissé en arrière les petites stations d'Urang, de Langar, de Pola et de Chiria. En 1889-1890, ce tracé fut précisément parcouru par Pevtsov depuis Khotan jusqu'au lobe nord, au pied du Kuen-Lun, qui sépare le Turkestan chinois du Tibet. Le voyageur russe passa par Keria, Nia, Tchertchen, comme nous allions le faire si facilement alors que la caravane fut aux prises avec tant de périls et de difficultés, ce qui n'empêcha pas de rapporter 10 000 km de levée, sans compter les côtes d'altitude et la longitude d'un certain nombre de points géographiques. C'est un honneur pour le gouvernement moscovite d'avoir ainsi continué l'œuvre de Przewalski. Salut Mohamed. De la gare de Keria, on aperçoit encore vers le sud-ouest les hauteurs du Karakorum et la pointe du Dapsang, auxquelles différents cartographes attribuent une élévation supérieure à 8000 mètres. À ses pieds s'étend la province de Cachemire. Là, l'Indus commence à s'épancher en source modeste qui alimente l'un des grands fleuves de la péninsule. Là se détache du plateau de Pamir l'énorme chaîne de l'Himalaya que dominent les plus hautes cimes du globe. Depuis Khotan, nous avons franchi 150 km en 4 heures, allure très modérée, mais nous ne devons pas retrouver sur cette partie du transasiatique les vitesses du transcaspien. Ou bien les locomotives chinoises sont moins rapides, ou, grâce à leur indolence naturelle, les mécaniciens s'imaginent qu'un rendement de 30 à 40 km à l'heure, c'est le maximum qui puisse être obtenu sur les railways du Céleste Empire. À 5 heures du soir, autre station Nia, où le général Pevtsov avait établi un observatoire météorologique. Ici, l'arrêt n'est que de 20 minutes. J'ai le temps de faire emplette de quelques provisions à la buvette de la gare. À qui elles sont destinées, on le devine. Les voyageurs que nous prenons en route ne sont plus que des gens d'origine chinoise, hommes ou femmes. Il est rare qu'ils occupent les wagons de première classe, et d'ailleurs, ce n'est que pour de courts trajets. Nous n'étions partis que depuis un quart d'heure, lorsque Fulk et Frinel, l'air grave d'un négociant qui va traiter une affaire, vient me rejoindre sur la plateforme de notre wagon. Je vais bien, merci. Et toi, Mohamed Andalousie? Monsieur Bombarnac, me dit-il, j'ai un service à vous demander. Eh, pensai-je, il serait bien me rencontrer, ce Yankee, lorsqu'il a besoin de moi.
Trop heureux, si je puis vous obliger, monsieur Efrinel, ai-je répondu. De quoi s'agit-il? Je viens vous prier de me servir de témoin. Une affaire d'honneur. Et avec qui, s'il vous plaît? Avec Miss Horatia Bluette. Vous vous battez avec Miss Horatia Bluette? Me suis-je écrié en riant. Pas encore, je l'épouse. L'Américain a envie d'épouser l'Anglaise. Ça, on s'en doutait un petit peu. Tout va bien, super. Vous l'épousez? Oui, une femme précieuse, très entendue aux choses du commerce, teneuse de livres distingués. Mes compliments, cher monsieur Efrinel. Vous pouvez compter sur moi. Et sans doute sur monsieur Caterna. Il ne demandera pas mieux, et s'il y a un repas de noces, il chantera au dessert. Tant qu'il lui plaira, me répond l'Américain. Passons au témoin de Miss Horatia Bluette. C'est juste. Pensez-vous que le major Noltids accepterait? Un Russe est trop galant pour refuser. Je lui en ferai la proposition si vous voulez. Je vous remercie d'avance. Quant au second témoin, je suis un peu embarrassé. Cet Anglais, Sir Francis Trevelyan, un signe de tête négatif, c'est tout ce que vous obtiendrez de lui. Le baron Westschnitzerdorfer? Demandez cela à un homme qui fait le tour du monde et qui n'en finirait pas d'en signer avec un nom de cette longueur. Je ne vois alors que le jeune Panchao, ou à son défaut, notre conducteur Popov. Sans doute il se ferait un plaisir. Mais rien ne presse, monsieur Efrinel, et une fois à Pékin, le quatrième témoin ne sera pas difficile à trouver. Comment à Pékin? Ce n'est pas à Pékin que je compte épouser Miss Horatia Bluette. Est-ce donc à Sucheou ou à Lancheou pendant un arrêt de quelques heures? Wait a bit, monsieur Bombarnac. Est-ce qu'un Yankee a le temps d'attendre? Alors ce serait ici même. Dans le train? Dans le train. Alors c'est moi qui vous dirai wait a bit. Pas 24 heures. Voyons, pour célébrer le mariage, il faut un ministre américain et nous avons le révérend Nathaniel Morse. Il consent? S'il consent, mais il me marierait de tout le train. Mais il marierait tout le train, si le train le lui demandait. Bravo, monsieur Efrinel. Un mariage en chemin de fer, voilà qui nous promet quelque agrément. Monsieur Bombarnac, il ne faut jamais remettre au lendemain ce qui peut être fait le jour même. Oui, je sais, time is money. Non, time is time, tout simplement. Et n'en perdons jamais, fût-ce une minute. Fulk et Frinel me serrent la main, et comme je l'ai promis, je vais commencer les démarches relatives aux témoins que nécessite la cérémonie nuptiale. Il va de soi que le courtier et la courtière sont libres tous les deux, qu'ils peuvent disposer de leur personne, contracter mariage devant un clergyman, ainsi que cela se fait en Amérique, et sans ces fastidieux préliminaires exigés en France et autres pays formalistes. Est-ce un bien? Est-ce un mal? Les Américains pensent que cela est mieux ainsi, et comme l'a dit Cooper, le mieux de chez eux est le mieux de partout. Je m'adresse d'abord au major Noltids, qui accepte volontiers d'être le témoin de Miss Horatia Bluette. Ces Yankees sont étonnants, me dit-il. Précisément parce qu'ils ne s'étonnent de rien, major. Bonsoir, tapeau officiel. Même proposition de ma part au jeune Pan Chao. Enchanté, monsieur Bombarnac, me répond-il. Je serai le témoin de cette adorable et adorée Miss Horatia Bluette. Si un mariage entre Anglais et Américains, avec des témoins français, russes et chinois, n'offre pas toutes les garanties de bonheur, où les rencontrerait-on? Et à présent, au tour de monsieur Caterna. S'il accepte, le désopilant trial, plutôt deux fois qu'une. Hein, quelle idée de vaudeville ou d'opérette, s'écrie-t-il. Nous avons déjà le mariage au tambour, le mariage aux olives, le mariage aux lanternes. Eh bien, ce sera le mariage en railway, ou le mariage à vapeur. Quel bon titre, monsieur Claudius. Votre bonhomme de Yankee peut compter sur moi. Témoin, vieux ou jeune, père noble ou premier amoureux, marquis ou paysan, à son choix, je me ferai la tête qu'il voudra. Gardez votre tête naturelle, monsieur Caterna, ai-je répondu. Elle sera d'un bon effet dans le paysage. Et madame Caterna sera de la noce? Comment donc, la demoiselle d'honneur? Et en ce qui concerne ses fonctions traditionnelles, il ne faut pas se montrer trop difficile sur le parcours du grand transasiatique. Quant à la cérémonie, il était trop tard pour qu'elle puisse s'accomplir le soir même. Fulk et Frinel entend, d'ailleurs, que les choses soient convenablement ordonnées. Et il a quelques dispositions à prendre. La célébration du mariage ne doit avoir lieu que demain, dans la matinée.
Les voyageurs en bloc seront priés d'y assister, et le seigneur Faruscar a bien voulu promettre de l'honorer de sa présence. Pendant le dîner, il ne fut question que de cela. Après avoir complimenté les futurs époux, qui répondirent avec une grâce toute anglo-saxonne, chacun promit de signer au contrat. Et nous ferons honneur à vos signatures, ajouta Fulk et Fresnel, du ton d'un négociant qui accepte une traite. La nuit venue, on est allé dormir en rêvant des fêtes du lendemain. Je fais ma promenade habituelle jusqu'au wagon occupé par les gendarmes chinois. Je constate que le trésor du Fils du Ciel est fidèlement gardé. La moitié de l'escouade veille, tandis que l'autre moitié s'abandonne au sommeil. Vers 1 heure du matin, j'ai pu rendre visite à Kinko, le voyageur clandestin, qui est caché dans sa caisse, et lui remettre les provisions achetées à la station de Nia. Le jeune Roumain est tout ragaillardi, tout rassuré. Il n'entrevoit plus d'obstacles, il arrivera à bon port. J'engraisse au fond de cette boîte, me dit-il. Défiez-vous, répondis-je en riant, car vous ne pourriez plus en sortir. Je lui raconte alors l'incident du mariage Effrinel-Bluette, et comment cette union va être célébrée le lendemain en grande pompe. Ah, fit-il en poussant un soupir. Ils ne sont pas obligés d'attendre Pékin, eux. Oui, parce que lui, il va se marier à Pékin. Sans doute, Kinko, mais il me semble qu'un mariage contracté en de telles conditions ne doit pas être bien solide. Après tout, cela regarde ces deux originaux. À 3 heures du matin, il y eut un arrêt de 40 minutes à la gare de Tchertchen, presque au pied des ramifications du Kwenlun. Aucun de nous n'a rien vu du pays triste et désolé, dépourvu d'arbres et de verdure, que le railway traverse en remontant vers le nord-est. Le jour revenu, notre train court sur cette voie ferrée de 400 kilomètres qui sépare Tchertchen de la station de Tcharkalik, tandis que le soleil caresse de ses rayons l'immense plaine tout éblouissante d'efflorescences salines. Fin du chapitre 18. Et nous allons attaquer le chapitre 19. À mon réveil, il me semble que je sors d'un mauvais rêve. Il ne s'agit point de ces songes qui demandent à être interprétés d'après les principes de la clé d'or. Non, rien n'est plus clair. Le chef de bandits Kitsang, qui a préparé un coup de main pour s'emparer du trésor chinois, fait attaquer le train dans les plaines du Gobi méridional. Le wagon est forcé, pillé, dévalisé. Oui, il parle de son rêve là, ça n'arrive pas en vrai, hein. Que le train est pillé. L'or et les pierres précieuses d'une valeur de 15 millions sont arrachés à la garde des Célestes qui succombent après une courageuse défense. Quant aux voyageurs, encore 2 minutes de sommeil, et j'aurais été fixé sur leur sort et le mien. Bon, il a fait un cauchemar, le train était attaqué. Mais cela disparaît avec les vapeurs de la nuit. Les songes ne sont point des photographies inaltérables. Ils passent au soleil et finissent par s'effacer. En faisant mon petit tour de train de la tête à la queue, comme un bon bourgeois à travers les rues de sa bourgade, je suis rejoint par le major Noltiz. Lorsqu'il m'eut serré la main, il me montra un Mongol installé en deuxième classe et me dit: Ce n'est pas un de ceux que nous avons pris à Douchak, en même temps que l'administrateur Faruscar et Ganjir. En effet, répondis-je au major, je n'ai pas encore vu cette figure-là dans le train. Popov, à qui je m'adresse, m'apprend que ce Mongol est monté à la station de Tchertchen, et même, ajoute-t-il, dès son arrivée, l'administrateur a conféré un instant avec lui, d'où je conclus que ce nouveau voyageur doit également être un des agents de la compagnie du Grand Transasiatique. Du reste, je n'ai point aperçu le seigneur Faruscar pendant ma promenade. Est-ce qu'il serait descendu à l'une des petites stations intermédiaires entre Tchertchen et Tcharkalik, où nous devons arriver vers 1 heure de l'après-midi? Non, Ganjir et lui se tiennent en ce moment sur la plateforme antérieure de notre wagon. Ils paraissent se livrer à une conversation animée et ne l'interrompent que pour observer, avec une visible impatience, la vaste plaine vers l'horizon du nord-est. Est-ce donc quelque nouvelle apportée par le Mongol qui les a fait ainsi sortir de leurs habitudes de réserve et de gravité? Et me voilà m'abandonnant à mon imagination, entrevoyant des aventures, des attaques de bandits, comme en mon rêve. Je suis rappelé à la réalité par le révérend Nathaniel Morse, lequel vient me dire:
C'est pour aujourd'hui, 9 heures. Ne l'oubliez pas, monsieur. Au fait, le mariage de Fulk Efrinel et de Miss Horatia Bluet, ma foi, je n'y pensais plus. Il est temps de regagner le cabinet de toilette de notre wagon. Tout ce que je pourrais faire, ce serait de changer de linge. Si je ne puis changer d'habit, et pour cause, il convient que moi, l'un des deux témoins du marié, je sois présentable, puisque l'autre, M. Caterna, va être magnifique. En effet, le trial s'est introduit dans le fourgon de bagages. J'en tremble encore pour ce pauvre Kinko. Et là, aidé de Popov, il a retiré de l'une de ses malles un costume quelque peu défraîchi, mais dont le succès est assuré pour une cérémonie nuptiale. Habit beurre frais à boutons de métal, avec bouquet à la boutonnière, cravate à diamants invraisemblables, culotte ponceau à boucles de cuivre, gilet semé de fleurettes, bas chinés, gants de filocelle, escarpins noirs et chapeau gris à longs poils. Combien notre comédien a-t-il dû jouer de marié, ou plutôt d'oncle de marié, de village, dans cette tenue traditionnelle? Il est d'ailleurs superbe, la face épanouie, la barbe rasée de près, les joues bleuâtres, l'œil émerillonné, les lèvres rosées. Je suis marocain, la langue française est considérée comme une des langues les plus importantes et l'une des plus difficiles. Madame Catarna n'est pas moins endimanchée que lui. Ce costume de demoiselle d'honneur, elle l'a aisément emprunté à sa garde-robe. Corsage bien pris, avec rayures entrecroisées, jupe courte en laine verte, bas mauve soigneusement tiré, chapeau de paille orné de fleurs artificielles, auquel il ne manque que le parfum, un soupçon de noir sur les paupières et de rouge sur les pommettes. C'est la Dugazon de province, et si son mari et elle veulent jouer quelques paysanneries après le dîner de noces, je leur promets force bravo. C'est à 9 heures que doit être célébré le mariage, annoncé par la cloche du tender, qui sonnera à toute volée, comme une cloche de chapelle. Avec un peu de sens imaginatif, on pourra se croire au village. Mais où cette cloche appellera-t-elle les témoins et les invités? Dans le wagon-restaurant, qui a été très convenablement disposé pour la cérémonie, je m'en suis rendu compte. Ce n'est plus un dining car, c'est un hall car, si l'on veut bien admettre cette expression. La grande table démontée a fait place à une petite table qui servira de bureau. Quelques fleurs achetées à la station de Tchertchen sont accrochées aux angles du wagon, lequel est assez vaste pour contenir la plupart des assistants. D'ailleurs, ceux qui ne pourront pas trouver place à l'intérieur resteront sur les plateformes. Le personnel voyageur a été prévenu par une simple pancarte apposée à la porte des wagons de première et de deuxième classe. Elle est libellée en ces termes. Monsieur Fulk Efrinel de la maison Strong Bulbul Co. de New York a l'honneur de vous inviter à son mariage avec Miss Horatia Bluet de la maison Holmes de Londres, qui sera célébré dans le dining car du train du Grand Transasiatique ce 22 mai à 9 heures très précises par les soins du révérend Nathaniel Morse de Boston. Dans mon pays, je commence à l'apprendre. Eh bien, bon courage pour apprendre le français. Miss Horatia Bluet de la maison Holmes de Londres a l'honneur de vous inviter à son mariage avec Monsieur Fulk Efrinel de la maison Strong Bulbul Co. de New York qui sera célébré, etc., etc. En vérité, si je ne tire pas 100 lignes de cet incident, je n'entends rien à mon métier. Le reporter Claudius Bombarnac va faire un article sur ce mariage. Entre-temps, je m'informe près de Popov de l'endroit exact où le train se trouvera au moment de la cérémonie. Popov me l'indique sur la carte de l'horaire. Ce point est situé à 150 km de la station de Tcharkalik, en plein désert, au milieu de ces plaines que traverse un petit cours d'eau tributaire du Lobe Nord. Pendant une vingtaine de lieues, on ne rencontre pas une seule station, et la cérémonie ne risque point d'être interrompue par un arrêt quelconque. Il va sans dire que dès 8h30, M. Caterna et moi, nous sommes prêts à remplir notre mandat. Le major Noltids et Pan Chao ont fait le bout de toilette exigé par cette solennité. Le major, grave comme un chirurgien qui va couper une jambe, le chinois avec cet air légèrement gouailleur du parisien au milieu d'une noce de province. Quant au docteur Chowking et à Cornaro, l'un portant l'autre, ils seront de cette petite fête. Le noble Vénitien était célibataire
si je ne me trompe. Mais je ne crois pas qu'il ait spécialement donné son opinion au sujet du mariage, étudié sous le rapport de la consommation de l'humide radical, à moins que ce ne soit au début du chapitre intitulé Moyen sûr et facile de remédier promptement aux divers accidents qui menacent la vie. Et, ajoute Pan Chao, qui vient de me citer cette phrase cornarienne, je pense que le mariage peut être rangé parmi l'un de ces accidents-là. Il considère le mariage comme un accident de la vie. 8h03. Personne n'a encore aperçu les futurs conjoints. Miss Horatia Bluette est enfermée dans l'un des cabinets de toilette du premier wagon où elle s'occupe sans doute de ses ajustements nuptiaux. De son côté, il est probable que Fulk et Frinel donnent un dernier tour au nœud de sa cravate, un dernier poli aux bagues, breloques et autres bijoux de sa joaillerie portative. Je ne suis pas inquiet, nous les verrons paraître sitôt que la cloche aura commencé de tinter. Je n'ai qu'un regret, c'est que le seigneur Faruscar et Ganjir soient trop occupés pour se mêler aux joies de ce festival. Pourquoi donc continuent-ils d'interroger du regard l'immense désert? Devant leurs yeux se développent non pas quelques steppes cultivées de la région du Lobe Nord, mais le Gobi, qui est aride, triste et morne, ainsi qu'il ressort des rectifications dues à messieurs Grismaldio Blanc et Martin. Il y a lieu de se demander à quel propos tous deux l'observent avec une si particulière obstination. Si mes pressentiments ne me trompent pas, me dit le major Noltids, il doit y avoir quelque chose. Que signifient ces paroles? Mais la cloche du tender, mise en branle, envoie ses joyeux appels. 9h. Il n'est que temps de se rendre au dining car. Monsieur Caterna est venu se placer près de moi et je l'entends qui fredonne. C'est la cloche de la tourelle qui tout à coup a retenti. Pendant que Madame Caterna réplique au trio de la Dame Blanche par le refrain des dragons de Villars. Et sonne, 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 et sonne et carillonne. En faisant le geste oblique de tirer une corde, conformément aux traditions du théâtre. Les voyageurs se mettent en marche processionnellement, les 4 témoins d'abord, puis les invités qui arrivent des 2 extrémités du village, je veux dire du train. Des Célestes, quelques Turcomènes, un certain nombre de Tartares, hommes ou femmes, très curieux d'assister à cette cérémonie. Quant aux 4 Mongols, ils sont restés sur la dernière plateforme, près du wagon au trésor, que les soldats chinois ne doivent pas quitter un instant. Nous arrivons au dining car. Le clergyman est assis devant la petite table sur laquelle est déposé l'acte de mariage qu'il a préparé suivant les formes voulues. Il a visiblement l'habitude de ce genre d'opération, à tout le moins aussi commercial que matrimonial. Le couple Effrinel-Bluette n'a pas encore paru. Ah ça, dis-je au trial, est-ce qu'ils auraient renoncé à se marier? S'ils y ont renoncé, répond en riant M. Catarna, le révérend nous remariera à leur place, ma femme et moi. Nous sommes en tenue de noces, et on n'aura pas mis ces grands pavois pour rien. N'est-ce pas, Caroline? Oui, Adolphe, réplique la minaudante du gazon. Mais cette plaisante réédition du mariage de M. et Mme Catarna n'aura pas lieu. Voici M. Fulk Effrinel, exactement vêtu ce matin comme il l'était hier, et, détail à noter, ayant encore un crayon derrière le lobe de son oreille gauche, car l'honnête courtier vient de terminer un compte pour sa maison de New York. On était en train de travailler juste avant son mariage. Voici Miss Horatia Bluette, aussi maigre, aussi sèche, aussi raide que peut l'être une courtière britannique. Son cache-poussière par-dessus, son vêtement de voyage, et en guise de bijoux un trousseau de clés tapageuses qui pend à sa ceinture. L'assistance s'est poliment levée à l'entrée des futurs. Après avoir salué à droite et à gauche, tous deux prennent un temps, comme dirait M. Catarna. Puis ils s'avancent vers le clergyman, qui se tient debout, la main posée sur une Bible entr'ouverte à la page, sans doute, où Isaac, fils d'Abraham et de Sarah, épouse Rebecca, fille de Rachel. On se croirait à l'intérieur d'une chapelle, si un harmonium faisait entendre sa musique de circonstance. Quelles sont ces heures de faire le live? Ça dépend. Ça dépend. C'est plutôt le soir, mais je fais pas toujours à la même heure. Mais elle m'arrive la musique. Si ce n'est point un harmonium, c'est sa monnaie, du moins. Un accordéon s'essouffle entre les mains de M. Catarna. En sa qualité d'ancien marin, il sait manier cet instrument de supplice.
et le voilà qui joue l'affadissant andante de la Norma, avec les nuances les plus accordéonesques. Cela paraît causer un extrême plaisir aux natifs de l'Asie centrale. Jamais leurs oreilles n'ont été charmées par cette mélodie démodée que l'appareil pneumatique rend d'une façon si expressive. Enfin, tout finit en ce bas monde. Même l'andante de la Norma et le révérend Nathaniel Morse commencent à servir au futur le speech qu'il a déjà maintes fois débité en pareilles circonstances. Les deux âmes qui se fusionnent, la chair de la chair, croissez et multipliez. À mon sens, il aurait mieux fait de dire, en nasillant comme un simple tabellion, par devant nous, notaire clergyman, il a été dressé un acte sous la raison sociale Efrinette Blouet Co. Ma pensée reste inachevée. Des cris retentissent à l'avant de la locomotive. Les freins brusquement manœuvrés ont fait résonner leur serrage strident. Quelques secousses successives accompagnent le ralentissement du train. Puis un heurt violent arrête les wagons au milieu d'un nuage de sable. Ah, il se passe quelque chose. Le train est arrêté en plein pendant le mariage. Grâce à vous, je gagne un plus en français. Merci. Ben, je t'en prie, merci à toi. Eileen Girl. Qu'est-ce qui se passe? Quelques secousses successives accompagnent le ralentissement du train. J'ai déjà lu cette phrase. Quelle diversion à la cérémonie nuptiale. Et comme nous avons mis notre fil à la terre, pour employer une expression de télégraphiste, tout est renversé dans le dining car. Hommes et meubles, futurs et témoins. Personne n'a pu garder son équilibre. C'est un indescriptible pêle-mêle avec cris de terreur et gémissements prolongés. Mais je me hâte de l'indiquer, il n'y a rien de grave parce que l'arrêt n'a pas été subi. Vite, hors du train, me dit le major. Qu'est-ce qui se passe? Fin du chapitre. Allez, je vais lire le chapitre suivant et ce sera le dernier pour ce soir. J'aimerais me donner quelques conseils pour développer mon niveau de moyen à avancer. Ben ça, je peux pas te donner des conseils comme ça. Regarde mes TikTok. Il y a plein de conseils. Écoute mes lives, par exemple. Chapitre 20. Pourquoi le train s'est-il arrêté brusquement? En un instant, les voyageurs plus ou moins contusionnés et affolés se sont élancés sur la voie. Ce ne sont que plaintes et questions faites en 3 ou 4 langues différentes au milieu d'un effarement général. Le seigneur Faruscar, Ganjir et les 4 Mongols ont été des premiers à sauter hors des wagons. Tous sont postés sur la voie. Le kandjar d'une main, le revolver de l'autre. Nul doute, un coup a été préparé pour mettre le train au pillage. En effet, les rails manquent sur une longueur de 100 mètres environ, et la locomotive, après avoir buté contre les traverses, s'est arrêtée devant un monticule de sable. Comment le chemin de fer n'est pas achevé? L'on m'a donné un billet de Tiflis à Pékin, et j'ai pris ce transasiatique pour gagner 9 jours sur mon tour du monde? À ces phrases jetées en allemand à l'adresse de Popov, j'ai reconnu la voix de l'irascible baron. Mais cette fois, c'est à d'autres que les ingénieurs de la compagnie qu'il aurait dû adresser ses reproches. Nous interrogeons Popov, tandis que le major Noltitz ne cesse d'observer le seigneur Faruscar et les Mongols. Le baron a tort, nous répond Popov. Le railway est entièrement achevé, et si 100 mètres de rails ont été enlevés en cet endroit, c'est dans une intention criminelle. Il manque des rails. Pour arrêter le train, me suis-je écrié. Et pour voler le trésor qui l'emporte à Pékin, réplique M. Katarna. Cela n'est pas douteux, dit Popov. Soyons prêts à repousser une attaque. Est-ce donc à Ki Tsiang et à sa troupe que nous avons affaire? Me suis-je écrié. Ki Tsiang, ce nom court maintenant parmi les voyageurs et suffit à déterminer une épouvante inexprimable. En ce moment, le major me dit à voix basse. Pourquoi Ki Tsiang plutôt que le seigneur Faruscar? Lui, un administrateur du Transasiatique? Dame, s'il est vrai que la compagnie ait fait entrer quelque ancien chef de bande dans son conseil pour mieux assurer la circulation des trains, je ne croirai jamais cela, major. Comme vous voudrez, monsieur Bombarnac, mais certes, le Faruscar savait que ce prétendu fourgon funéraire contenait des millions. Allons, major, ce n'est pas l'heure de plaisanter. Non, c'est l'heure de se défendre, et on se défendra courageusement. L'officier chinois a disposé ses hommes autour du wagon au trésor. Ils sont une vingtaine,
Et nous autres voyageurs, non compris les femmes, une trentaine, Popov distribue les armes qui ont été emportées en cas d'attaque. Le major Noltitz, M. Katarna, Pan Chao, Fulk et Frinel, mécaniciens et chauffeurs, voyageurs asiatiques et européens, tous sont résolus à combattre pour le salut commun. On se prépare à une attaque. Et on se demande si l'attaque ne viendra pas de l'intérieur du train. J'aime beaucoup votre façon de parler. Merci, Sissi Weka. J'aimerais bien si vous mettiez la transcription. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Sur la droite de la voie, à une centaine de pas, s'étendent des halliers épais et profonds, sorte de jungle suspect, où sans doute sont cachés les bandits attendant le moment de se précipiter sur le railway. Soudain, des cris éclatent. Les Alliés ont livré passage à une troupe qui s'y était embusquée, une soixantaine de ces Mongols nomades du Gobi. Voilà, ils sont une soixantaine à attaquer le train. Qu'est Roland écrit? Je comprends pas. Le roman écrit, bah, je vais pas te l'écrire en même temps. Tu peux le suivre, par contre, tu sais que tous les Jules Verne sont trouvables gratuitement en, en livre électronique. Donc si tu le trouves, tu peux suivre en même temps. Alors, attaque des Mongols. Si ces malfaiteurs l'emportent, le train sera livré au pillage. Le trésor du Fils du ciel sera volé. Et ce qui nous touche davantage, les voyageurs seront massacrés sans pitié ni merci. Et le seigneur Faruscar, que le major Noltitz soupçonne si injustement, je le regarde. Sa physionomie n'est plus la même. Sa belle figure est devenue pâle. Sa taille s'est redressée. Des éclairs jaillissent entre ses paupières immobiles. Allons, si je me suis trompé sur le compte du mandarin Yenlu, du moins je n'ai pas pris un administrateur de la compagnie du Grand Transasiatique pour le fameux bandit du Yunnan. Cependant, dès l'apparition des Mongols, Popov a fait précipitamment rentrer Madame Katarna, Miss Horatia Bluet, les autres femmes turcomènes ou chinoises à l'intérieur des wagons. Nous avons pris toutes les précautions pour qu'elles y fussent en sûreté. Je n'ai pour arme qu'un revolver à 6 coups et je saurais m'en servir. Ah, je voulais des incidents, des accidents, des impressions de voyage. Eh bien, la chronique ne manquera pas aux chroniqueurs, à la condition qu'ils se tirent sains et saufs de la bagarre pour l'honneur du reportage et la gloire du XXe siècle. Mais n'est-il donc pas possible de jeter le trouble parmi les assaillants, en commençant par brûler la cervelle à Kitsang? Si c'est Kitsang l'auteur de ce guet-apens, c'est qu'il y aurait de plus décisif. Les bandits, après avoir fait une décharge de leurs armes, les brandissent en poussant des cris féroces. Le seigneur Faruscar, son pistolet d'une main, son kandjiar de l'autre, s'est précipité sur eux, les yeux étincelants, les lèvres recouvertes d'une légère écume. Ganjir est à ses côtés, suivi des 4 Mongols qu'il excite de la voix et du geste. Salut Driss Diop. Le major Noltitz et moi, nous nous jetons au milieu des assaillants. M. Katarna nous a précédés, la bouche ouverte, ses dents blanches prêtes à mordre, clignant de l'œil, jouant du revolver. Le trial et le grand premier comique ont fait place à l'ancien matelot qui a reparu pour la circonstance. Ces gueux, crie-t-il, ils veulent nous prendre à l'abordage. Ce chef d'attaque qui veut nous couler bas. En avant, pour l'honneur du pavillon. Feu de tribord, feu de bâbord, feu de partout. Quelle page, je sais pas parce que j'ai pas de page moi. Lucky Man. Je ne lis pas la version que j'ai mis en photo, je lis un livre électronique. C'est le chapitre 20. Et ce n'est plus l'un de ces poignards de théâtre dont il est armé. Ce ne sont plus ces pistolets chargés à la poudre inoffensive d'Édouard Philippe. Non, un revolver de chaque main, bondissant comme un gabier de misaine. Il tire à droite, à gauche, et comme il le dit, de tribord, de bâbord, de partout. De son côté, le jeune Pan Chao s'expose courageusement.
le sourire aux lèvres, entraînant les autres voyageurs chinois. Popov et les employés du train font bravement leur devoir. Il n'est pas jusqu'à Sir Francis Trevelyan, de Trevelyan Hall, qui ne se battent avec un sang-froid méthodique, tandis que Fulk et Fresnel s'abandonnent à une furie toute yankee, non moins irritée de l'interruption de son mariage que des dangers que courent ces 42 colis de dents artificielles. Et encore, ne sais-je pas si ses sentiments ont une part égale dans son esprit si positif. Bref, il résulte de tout cela que la troupe de malfaiteurs se heurte à une résistance plus sérieuse qu'elle n'attendait. Et le baron Weschnitzer-Dorfer? Eh bien, le baron est un des plus acharnés. Il sue sang et eau, sa fureur l'emporte, au risque de se faire massacrer. Plusieurs fois, il a fallu le dégager. Ses rails enlevés, ce train en détresse, cette attaque en plein désert de Gobi, les retards qui s'en suivront. C'est le paquebot manqué à Tientsin, c'est le voyage autour du monde compromis. C'est l'itinéraire brisé au premier quart du parcours. Quel accroc donné à l'amour-propre germanique. Le seigneur Faruscar, mon héros, je ne puis l'appeler autrement, déploie une intrépidité extraordinaire, se portant au plus fort de la mêlée, et quand il a épuisé les coups de son revolver, jouant du konjiar en homme qui doit avoir souvent vu la mort de près, et n'a jamais craint de la braver. On compte déjà un certain nombre de blessés de part et d'autre, peut-être même des morts parmi ceux des voyageurs qui sont étendus sur la voie. J'ai eu l'épaule effleurée d'une balle, simple égratignure, dont je me suis à peine aperçu. Le révérend Nathaniel Morse n'a pas cru que son caractère sacré lui commandât de se croiser les bras, et à la manière dont il s'en sert, il ne paraît pas en être à son début dans le maniement des armes à feu. M. Caterna a son chapeau traversé, et qu'on ne l'oublie pas, c'est son chapeau de marié de village, son tromblon gris à longs poils. Aussi pousse-t-il un juron archi-maritime où s'accouplent les tonnerres et les sabords. Puis, d'un coup bien ajusté, il tue net celui qui lui a si impardonnablement troué son couvre-chef. Grosse bataille avec coups de revolver. Cependant, la lutte dure depuis une dizaine de minutes avec des alternatives très alarmantes. Le nombre des gens hors de combat s'accroît des deux côtés, et l'issue est encore douteuse. Le seigneur Faruscar, Ganjir et les Mongols se sont repliés vers le précieux wagon que les gendarmes chinois n'ont pas quitté d'un instant. Mais 2 ou 3 de ceux-ci ont été frappés mortellement, et leur officier vient d'être tué d'une balle à la tête. Aussi mon héros fait-il tout ce que peut faire le courage le plus ardent pour défendre le trésor du Fils du ciel. Je m'inquiète de la prolongation du combat. Il continuera sans doute tant que le chef de la bande, un homme de grande taille à barbe noire, poussera ses complices à l'assaut du train. Jusqu'alors, les coups l'ont respecté, et malgré tous nos efforts, il est certain qu'il gagne du terrain. Serons-nous donc obligés de nous réfugier dans les wagons comme derrière les murs d'une forteresse, de nous y retrancher, d'y combattre jusqu'au moment où le dernier de nous aura succombé. Et cela ne peut tarder si nous ne parvenons pas à arrêter le mouvement rétrograde qui commence à se produire de notre côté. Aïe, il recule. Au bruit des détonations se joignent maintenant les cris des femmes, dont quelques-unes, affolées, courent sur les plateformes, bien que Miss Horatia Bluett et Madame Caterna cherchent à les retenir à l'intérieur des voitures. Il est vrai, plusieurs balles ont pénétré à travers les panneaux, et je me demande si Kinko n'a pas été atteint dans son fourgon. Le major Noltitz, qui se trouve près de moi, me dit: Ça ne va pas? Non, ça ne va pas, ai-je répondu, et je crains que les munitions soient près de manquer. Il faudrait mettre le chef de ce malfaiteur hors de combat. Venez, major. Mais ce que nous voulons faire, un autre le fait en ce moment. Cet autre, c'est le seigneur Faruscar. Après avoir troué les rangs des assaillants, il les a repoussés hors de la voie, en dépit des coups dirigés contre lui. Le voici devant le chef des bandits. Il lève le bras, il le frappe de son kandjiar en pleine poitrine. Aussitôt, la troupe de battre en retraite, sans même prendre la peine d'enlever ses morts et ses blessés. Les uns détalent par la plaine, les autres disparaissent au plus profond des halliers. Les poursuivre, à quoi bon, puisque la lutte est terminée à notre avantage. Et j'ose le dire, sans l'admirable valeur du seigneur Faruscar, je ne sais s'il fût resté un seul de nous pour raconter cette histoire. Ouf, les malfaiteurs s'en vont. Cependant, le chef des bandits n'est pas mort, bien que le sang coule en abondance de sa poitrine.
Et alors, nous sommes témoins d'une scène que je n'oublierai jamais. Une scène qui est dans toute l'attitude des personnages. Le chef est tombé, un genou à terre, une main dressée, l'autre appuyée sur le sol. Le seigneur Faruscar est debout près de lui, le dominant de sa haute taille. Soudain, cet homme se redresse dans un dernier effort. Son bras menace son adversaire. Il le regarde. Un dernier coup de Kandjar lui traverse le cœur. Le seigneur Faruscar se retourne alors, et en langue russe, d'une voix parfaitement calme, Kitsang est mort, dit-il, et périssent comme lui tous ceux qui s'armeront contre le Fils du ciel. Fin du chapitre sur ce chapitre dingue. Donc, je vais m'arrêter pour ce soir. Résumé du chapitre qu'on vient de lire. Le train a été attaqué par le célèbre bandit chinois Kitsang, et après une rude bataille, il a été tué par Farusquiar. Voilà, qui protégeait le trésor présent dans le train. Bon, et bien voilà. Merci, Ilger Peter. Je ne sais pas comment ça se prononce. Le prochain live commencera au chapitre 21. Peut-être demain, je ne sais pas. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Mad Ben, salut. C'est juste, ok. Allez, bonne soirée à tous. Peut-être à demain ou peut-être plus tard, je ne sais pas. Merci encore. Et bisous à tout le monde. Ciao. Merci. Ilger Peter. Ciao.